Pascal, deuxième partie de notre entretien. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Tu as entre guillemets disparu pendant quelques années, malgré ces vidéos de plusieurs millions de vues qui étaient à l'époque du Covid. D'ailleurs, nous avions été parmi les seuls à avoir dialogué à cette époque-là. Absolument. Nous avions été invités par un ami commun de Marseille qui nous avait fait discuter en pleine période assez trouble. On ne savait pas encore ce qui se passait. Absolument. Et la dernière fois où on s'est rencontrés, tu n'avais pas de barbe. Ouais. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, tu as une belle barbe de Raspoutine, de gourou de secte ou alors de sage des montagnes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... Alors c'est une question un peu légère, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus dense derrière. De plus dense là derrière. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de look? Écoute, j'ai choisi de ne plus me déguiser. Je ne suis pas au carnaval, je ne suis pas dans un bal masqué. J'ai passé ma vie en costume 3 pièces, Savile Row, façon Kingsman, chaussures John Lobb à 10 000 balles la paire. J'ai des centaines de cravates Hermès, des centaines et des centaines de chemises, etc., etc. Et j'ai décidé, à un moment donné, de me présenter tel que la nature m'a fait. Je suis en train de t'expliquer dans le livre 2024 que les règles de l'évolution de la vie s'appliquent à nos civilisations. Eh bien, je ne propose jamais à personne de faire quelque chose que je n'ai pas testé moi-même, que je ne fais pas à titre personnel. Ce serait trop malhonnête de ma part. Donc, j'ai décidé que maintenant, je ne touchais plus rien. La nature m'a fait d'une certaine façon. La barbe est un caractère sexuel secondaire du mâle. J'aimerais être aussi beau qu'une femelle, qu'une femme. J'aimerais tellement. Moi, quand je regarde les Jeux Olympiques, la gymnastique, je regarde les mecs 10 minutes. Ouais, c'est puissant, c'est carré. Je regarde les femmes pendant 2 heures. Parce que c'est beau. Parce que c'est harmonieux. Ah, le beach volley, c'est quelque chose. Ah bah déjà ça, oui, bon, évidemment, mais même au-delà de ces aspects, c'est extraordinaire. J'aimerais être comme ça. Moi, si j'enlève mon t-shirt ici, je suis plein de tendons, de veines, de trucs, machin. C'est affreux. Oui, ok, tu vas me dire, ça représente une certaine force du mal et ceci et cela. Tu passes ton temps dans les montagnes, c'est normal, Pascal, tu dors dehors, etc. Oui, peut-être, mais c'est pas beau. Mais pourtant, je dois assumer cet état de fait. Je suis un mâle. Pour moi, il n'y a que 2 genres, mâle et femelle. Et la nature nous a fait ainsi et je me présente tel que la nature m'a fait. Plus de déguisement. J'ai encore mes costumes Savile Row et si un jour je suis invité à la Maison Blanche ou dans des circonstances qui exigent un costume, je serai enchanté de le remettre par respect, par reconnaissance pour les personnes qui, potentiellement, vont m'inviter. Mais en dehors de ça, je suis vêtu de laine, jamais de fibres végétales, la cellulose, le coton, tout ça, non, c'est pas fait pour habiller un être vivant animal. La laine, c'est un outil qui a été conçu par la nature pour des moutons, les protéger du froid en hiver, les protéger du chaud en été. Ça évite tous les skin rush, il n'y a jamais d'irritation, tu ne sens pas mauvais, tu peux, etc. Donc, mon pantalon est en laine, mon slip est en laine, mon pull est en laine, et voilà, aujourd'hui, je me suis même pas coiffé, j'en suis désolé, Pierrot, mais je me présente encore une fois tel que la nature m'a fait. C'est une règle. Alors, dans ton parcours, j'ai découvert que tu as commencé, alors tu as un parcours qui est en fait plus atypique qu'on pense. Tu as commencé comme menuisier, très jeune. Ouais. Donc, l'aspect manuel et l'intelligence manuelle est fondamentale. Moi, je dis toujours que les métiers manuels sont parmi les métiers qui nécessitent le plus d'intelligence. Merci. Donc, j'étais positivement étonné. Je trouvais ça très bien. Et aussi, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, tu es aussi un survivaliste. Bah oui. Et ton amour pour la liberté, ta quête pour non seulement la liberté de ta vie, que tu vis toi-même et que tu incarnes dans ton mode de vie, mais c'est aussi la liberté que tu essayes d'apporter aux autres via ton travail, ce qui est un travail très altruiste, hein, c'est très un don de soi.
Et alors, comment ça t'est venu, l'idée de la survivalie, du grand air? Comment ça a démarré tout ça? Alors, ça a véritablement démarré, ou plutôt j'ai commencé à le mettre en place quand j'étais en Afrique. J'ai beaucoup été en Afrique, j'ai travaillé pendant des années pour des Africains, avec des Africains, et c'est parmi les plus belles années de ma vie. Je parle de l'Afrique noire, je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, du Mozambique, du Bénin, Togo, Ghana, Guinée, Guinée-Conakry, Afrique du Sud, évidemment, j'ai peut-être presque dû commencer par là. Bref. Donc, rappelle-moi, Pierrot, attends, je m'écarte. Oui, mais lui aussi, tu as, Ouais. tu as vécu jeune dans les montagnes. Oui, voilà. Alors, comment m'est venue l'idée du survivalisme? En fait, c'est même pas ça. Vers l'âge de 18 ans, je me suis entraîné à dormir par terre avec uniquement une couverture, en t-shirt et en slip. Et pendant des années, je n'ai jamais été dans un lit. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir récupérer dans toutes les situations possibles et imaginables. Et j'avais bien compris que la différence entre quelqu'un qui dort ne serait-ce que 2 heures en montagne et celui qui n'a pas dormi de la nuit, sur l'arrêt du lendemain, la différence est monstrueuse. Donc, je voulais pouvoir récupérer dans n'importe quelle situation. Et je me suis entraîné pour ça. Donc, je me suis entraîné non seulement à dormir sur une simple couverture, au froid, et puis une fois du côté gauche, une fois du côté droit, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, pour être capable de dormir dans toutes les positions et récupérer dans toutes les positions possibles. Et je me suis entraîné à ça pendant des années, à tel point que mes épouses, moi je peux pas dormir sous un duvet véritablement, où je dois au minimum laisser les pieds dépasser, puis les bras pour équilibrer, sinon je transpire. Sinon, je suis une sorte de radiateur. Et j'aurais voulu de temps en temps dormir avec ma bien-aimée dans les bras. Oui, mais après 1 heure, je transpire. Mais si j'ai le malheur de m'endormir comme ça. Et ma femme, ma deuxième épouse, me disait, mais c'est incroyable, on peut jamais dormir correctement avec toi parce que tu dors tout le temps à l'extérieur de la couverture. Ben oui, parce que je veux être adapté à mon environnement, quel qu'il soit. Et je termine en disant que oui, les gens vont me dire « Ah non, mais on dort très mal quand on a juste une couverture, qu'on est à même le sol par terre. » Moi, j'ai dormi sur ma terrasse pendant des semaines, des mois d'affilée. Dès qu'il fait beau, je dors dehors avec uniquement ma couverture. Et je dors super bien. Alors attendez, le cerveau humain a besoin de dormir. OK? Tu peux pas rester plus de 3 voire 4 jours peut-être réveillé. Ton cerveau, il a un besoin physiologique de dormir et tous les mammifères sont identiques. Les dauphins qui doivent revenir ou les baleines à la surface pour respirer, elles font dormir leur hémisphère droit, puis ensuite ils font dormir l'hémisphère gauche. Comme ça, ils ont quand même la possibilité d'aller respirer. Eh bien, toi, la première nuit, peut-être bien que tu dormiras pas. Peut-être bien que tu te retourneras. Ben alors, je te propose de méditer, de penser à des choses qui t'amusent, que tu aimes faire, ta vie. Médite. La deuxième nuit, tu verras, ton cerveau, il te fera dormir. Point. Il n'aura pas le choix. Et puis, dès la 3e, 4e nuit, ben, ton cerveau, il a encaissé le fait que maintenant tu dors sur un sol dur, tu auras peut-être 1 ou 2 courbatures les 2-3 premiers jours, mais ensuite, c'est bon. Et les gens qui pensent qu'ils ont besoin de leur lit, de leur duvet, etc., c'est l'illustration de votre fragilité, de ta totale fragilité. Et la fragilité, c'est la dépendance à un environnement donné. Et si tu es dépendant de cet environnement, tu es faible. Et quand tu viens m'expliquer que c'est trop difficile, tu exprimes ta fragilité à un gars, à un mec comme moi qui est pas vraiment fragile. Moi, je me suis entraîné pour ça. Et que je dis entraîné, je me suis même pas entraîné. Non, j'ai simplement dit à la nature, donne-moi ce que je suis. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, je me réjouis. J'ai tout le matériel d'expédition qui est juste là à côté parce que je suis en train d'être mis dehors de mon petit appartement. Alors, voilà, Pierrot, je te remercie. Vous avez les cordes, les piolets, marteaux-piolets. Vous avez tout le matos électronique. Vous avez les sacs de couchage Kodiak garantie à -30. Vous avez les sacs
de montagne. Tout à droite, vous avez le chauffage avec poêle à bois en titane, cheminée en titane, les habits juste en dessous. Et derrière, j'ai toujours 2 sacs de bois, parce que quand je me déplace, je mets toujours 2 sacs de bois pour aller monter la yourte dans un autre endroit, ou les tentes. J'ai des tentes d'expédition, les trucs de dingue, des monoplaces, des 4 places. C'est la totale. J'ai les lits, les chaises, etc. Tout pliable, ultra léger, ce matos d'expédition de nos jours, je ne veux pas citer les marques, mais soyons clairs, on dort comme dans un 4 étoiles. C'est un état de fait. Donc, oui, bien, et puis la beauté du geste, c'est que tu ouvres ta yourte le matin et tu as 3 chevreuils qui sont à 5 mètres. Puis ils sont tous surpris, toi tu as déjà ta petite tasse de café, je prends juste un siège, je m'assois dehors et je prends mon premier petit café du matin en regardant les chevreuils qui sont là et qui sont devant moi. Donc, non, on n'est pas fragile. Moi, je me déplace à pieds nus 90% du temps. Je vais faire des promenades en fin de saison, que c'est un peu le cas, avec mon fils, ma fille, avec d'autres personnes. Je vais pieds nus. Bien sûr que je marche dans la neige des fois pendant 1 heure ou 2. Mais si tu crois que tu vas avoir froid aux pieds parce que tu marches pieds nus dans la neige, mais mon ami, c'est que tu n'es pas du tout conscient de la force qui est en toi. La force qui est dans le top prédateur de la planète. Et c'est normal, tu es la victime d'une éducation dans laquelle on te dit « Oh mon Dieu, si tu n'as pas d'assurance maladie, comment vas-tu faire? Tu vas être tout foutu. Si tu n'envoies pas tes enfants à l'école étatique, ils pourront jamais rejoindre nos sociétés. On te fait croire que tu es fragile, que tu es dépendant de l'État. Et que tu es dépendant des infrastructures que l'être humain a entièrement créées au cours des 2-3 derniers siècles. Eh bien non, tu n'es pas dépendant de ça. Pour 99,9999999% de ton évolution en tant qu'espèce, tu n'as jamais connu cette sécurité. Tu as été obligé d'utiliser ta force. On dit toujours que tu ne deviens conscient de ta force que quand l'utiliser est ta seule et dernière option. Best choice is to have no choice. Et moi, je me mets volontairement dans la situation où je n'ai aucun choix. Je me suis débarrassé de tous mes actifs. Je me suis débarrassé de tout pour t'écrire 2024, pour libérer mon esprit et le poser sur ce que j'avais à faire pour nous. Pour toi, pour moi, pour nous. Et voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc oui, la grosse barbe, oui, l'habillement en laine, ok, très bien, c'est pas très rigolo, mais c'est super efficace. Et ça me donne une liberté intellectuelle, une liberté d'action qui est absolument magique. Et c'est ce dont j'ai besoin pour gagner la bataille maintenant que nous sommes sur le point de commencer. Car je te rappelle, un guerrier gagne la guerre et il part à la bataille ensuite. Moi, j'ai gagné la guerre. Pierrot, nous avons gagné cette guerre. Et maintenant, nous partons à la bataille. Et tout le matériel que tu as juste là à côté, c'est pour donner une logistique inébranlable à l'action, aux marches constitutionnelles que nous allons effectuer ensemble. Alors, les gens qui ne connaissent pas bien la Suisse, hein, ils peuvent imaginer que peut-être que tu nous dis des choses qui sont en fait de l'esbrouf, mais je tiens à dire que tu as fait combien de fois la patrouille des glaciers? Alors, j'ai fait 7 fois la patrouille des glaciers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super violent, c'est pas simple. Ça va. Tu as fait combien de fois? J'ai fait 10 fois Verbier-Grimmels. Ouais, c'est quand même pas mal. Où j'étais sponsorisé directement par une marque de vélo. Donc, oui, non, ça déconne pas. Croyez-moi, pour ceux qui connaissent pas la Suisse, c'est pas des trucs de Mickey, quoi. C'est pas mal. Ouais. Donc il y a du concret derrière ce que tu dis. C'est gentil, merci. Et sans parler du fait que tu es dans les troupes de montagne, sauf erreur. C'est vrai. Spécialiste alpin, voilà, tout à fait. J'ai emmené des milliers de personnes sur des dizaines ou centaines de sommets. Voilà. Vrai. Donc ça, c'est encore une fois, tu vois, l'aspect manuel, menuiserie. Oui. Tu as travaillé, alors ça on peut dire que c'est très intellectuel, bien que, alors on va revenir à l'Afrique, bien qu'il faut se déplacer, et puis que pour avoir travaillé dans tous les pays que tu as mentionnés,
Je sais de quoi il s'agit. C'est à la fois intellectuel parce qu'il faut réfléchir, il faut dealer, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'interactions humaines. Oui. On fait du business autour d'une table, en discutant, en rigolant, parfois en se bagarrant, en se disputant. Oui. Et bon, et c'est la vie, et c'est ça qui est sympa. Donc tu as une forme d'autorité, je trouve, de parler de ce que tu expliques dans tes livres et dans tes vidéos, parce que tu as expérimenté la vie sous plein de formes. Tu es un père de famille, tu été marié 2 fois, donc chapeau. Donc c'est pas facile. Tu as un grand sportif. Voilà, tu te confrontes à la dureté de l'environnement et à la fin tu t'y habitues. Oui. Parce que tu as, à juste titre, tu le dis bien, on a cette flexibilité d'adaptation. Et tu as aussi été capable de travailler dans l'abstrait, dans la finance, Oui. dans les notations. Alors là, peut-être tu peux nous dire un mot, parce que là, on rentre dans l'abstraction des abstractions lorsqu'il s'agit de donner des notations sur des qualités financières, de crédit. Là, on est loin de la menuiserie, on est loin de grimper sur un sommet d'une montagne. On s'est bien compris. Mais cela dit, et je le cite en anglais d'abord, the way you do something is the way you do everything. C'est-à-dire la façon dont tu te comportes, dont tu fais quelque chose, est la même, et l'état d'esprit sera le même pour tout ce que tu vas faire dans ta vie. Donc si ton niveau d'engagement est bon, si tu te donnes les moyens de ta politique à travers une infrastructure, une logistique, appelle ça comme tu veux, eh bien tu auras tendance à être la même personne dans tous tes domaines d'activité. Donc, oui, donc, Pierrot, aide-moi. Ta question précisément, c'est comment passer d'un truc manuel c'est que truc intellectuel. Tu as visiblement, et c'est heureux à ton âge, bien sûr, à nos âges, on est presque du même âge, oui. d'avoir constitué une vie où on est complet. On a du manuel, oui, on a de l'intellectuel, on a une vie remplie, on s'est reproduit, Non mais, c'est pour ça qu'on est en petit comité ici, on n'est pas des milliers à regarder ces vidéos, on est maximum peut-être 1 millier ou 2. Oui. Mais voilà, et une vie, elle se doit d'être complète. Tu ne peux pas être que un bon étudiant scolaire, ensuite un bon fonctionnaire et ensuite un retraité qui ferme sa gueule. Parce que ça, c'est être incomplet. Ouais. Je ne dis pas ça avec mépris, mais c'est être incomplet, c'est en fait rater toute la richesse, et on ne peut pas tous tout vivre, mais c'est rater une grande partie de la richesse de la vie de ne pas être complet. C'est ça que je voulais dire. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, la façon dont ça s'est passé, c'est très simple en fait. J'ai un de mes très bons amis, un ami d'enfance, qui un jour débarque chez moi et me dit « Pascal, j'aurais besoin que tu sois administrateur d'une société, je te donne 1% de l'actionnariat et puis tu deviens administrateur, c'est dans le domaine financier, c'est l'analyse de la performance des fonds de placement, blablabla. » Je lui dis « Écoute Marc, il n'y a pas de problème, mais moi, je lui dis « Ton business fait combien de chiffre d'affaires ?» Puis, on n'était même pas à 1 million de chiffre d'affaires dans le cadre de la start-up qu'on était en place. Moi, je faisais plus de 100 millions de chiffre d'affaires dans mon business que j'avais avec. Donc, le rapport était de 1 à 100. Puis, je lui dis, OK, Marc, je veux bien t'aider, mais tu dois comprendre une chose, c'est que si tu me merdes cette opération et puis que ça porte atteinte à mon premier business, je viens chez toi, je te casse les 2 jambes. C'est aussi simple que ça. J'irai pas m'adresser au cadre légal, je m'en contrefous. Mais tu prends tes responsabilités, tu sais quel genre d'homme je suis. On a bien rigolé parce qu'on s'adore, on se prend dans les bras et tout. Mais il savait quand même que j'étais assez sérieux à l'époque. Voilà. Certaines personnes qui m'ont fréquenté quand j'étais plus jeune, j'ai quand même eu le nez cassé, je crois, 5 ou peut-être 6 fois sur le ring. Donc, ouais, j'étais engagé, j'adore les arts martiaux, j'adore la boxe, mais j'aime bien la regarder. Non, mais moi, ce que j'aimais, c'était pratiquer. Bref, OK. Donc, ça s'est passé comme ça. Il vient chez moi, il me dit, voilà, on va ouvrir une société. Et tu parles de diversité, Pierrot. Tu parles de toucher à beaucoup de secteurs. Comprends une chose, c'est que quand tu travailles dans le domaine financier, ben, tu touches à tous les secteurs. Parce que les flux financiers sont partout. Donc, moi, je suis devenu l'arbitre des bonnes et des mauvaises performances des fonds de placement en Suisse, en France, en Belgique
Et au Luxembourg, rien moins. Parce que tous les fonds, même les fonds de placement suisses, sont enregistrés au Luxembourg. Le Luxembourg est la capitale du fonds de placement européen, parce qu'ils ont des lois, etc. Donc, au départ, je savais rien. Mais, encore une fois, best choice is to have no choice. Quand on t'envoie voir des gens comme Chase Manhattan, ou JP Morgan, ou bien à l'époque des Pictet, des Lombardier, puis tu dois leur faire une présentation sur la performance de fonds de placement en actions suisses, actions internationales, en obligations, en produits dérivés et autres. Eh bien, quand tu as 10, 20, 50 personnes qui assistent à ta présentation, tu es surmotivé à faire en sorte que tu ne dévoiles pas ton ignorance, ou plutôt tu la masques avec des connaissances fraîchement acquises. Donc, c'est clair qu'en l'espace de quelques mois, eh bien, j'ai été à une école extraordinaire avec mon ami Justin, avec Jeffrey, Chris, tous ces gens à Londres, où j'ai appris la finance. Et je me souviens toujours, on m'a droppé. Je me souviens un jour, on va à Genève. Puis j'ai mon partenaire de l'époque qui me dit, Pascal, voilà, je t'ai organisé 3 rendez-vous avec justement JP Morgan, Chase Manhattan, et puis à l'époque, ça s'appelait Darrier et Hensch. Puis j'étais convaincu qu'il allait venir avec moi. Non, lui, il avait rendez-vous au Crédit Suisse pour aller leur faire un cours sur la gestion en architecture ouverte. Ok, très bien. Et d'un coup, dans mon esprit, je me rends compte que je suis seul. Eh bien, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que, de nouveau, j'étais dans la situation du monsieur qui est dehors et qui doit passer la nuit. Qu'est-ce que je vais faire pour passer la nuit, essayer de dormir 2 à 3 heures pour que mon cerveau récupère un peu, que je sois efficace le lendemain? C'est ce que j'ai fait. Et la beauté du geste, c'est que ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gestionnaires d'entreprises fabuleux, de rencontrer des gestionnaires de caisses de pension fabuleux, de rencontrer les top directeurs de toutes les banques en Suisse fabuleux. Parce que ces gens-là sont souvent de très bonnes personnes. Ils sont pas au sommet de la pyramide uniquement parce qu'ils volent le peuple comme le font les politiques aujourd'hui. Non, il faut une compréhension du secteur d'activité humaine pour véritablement devenir performant. Sinon, il n'y a aucune chance. Donc, c'est comme ça que j'ai été exposé finalement au domaine de l'énergie, évidemment, tout ce qui est commodities, c'est-à-dire matières premières en général, et que j'ai été ensuite exposé à toutes les stratégies de hedge funds, les stratégies neutres, enfin toutes ces stratégies, bref. Et c'est super intéressant. Donc pour moi, ça n'a jamais été vraiment un apprentissage, non. Je regardais faire des gens et j'essayais d'incorporer pourquoi est-ce qu'ils faisaient les choses. Je parle du domaine financier. Pourquoi est-ce qu'ils investissaient de telle façon? Comment l'inflation allait modifier leur stratégie d'investissement? Comment la dette pouvait éventuellement modifier la stratégie d'investissement? Etc., etc., etc. Donc évidemment que ça m'a permis ensuite de faire les liens. J'ai une profession manuelle au départ, mais ensuite j'ai travaillé dans le domaine agroalimentaire pendant 4-5 ans, ensuite dans le domaine financier pendant des années, ensuite je suis devenu actionnaire majoritaire ou parmi les actionnaires majoritaires de sociétés de gestion. J'en ai vendu une à Vontobel, une à NIB, qui est un broker hollandais. J'en ai coté une en bourse à Londres, etc., etc. Bref, j'étais un acteur assez engagé. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai démarré dans le trip financier. Et ce qui est étonnant, c'est de passer de quelqu'un qui a brassé des millions à volontairement se mettre dans une situation de liberté totale en ne possédant rien. Pierrot, je t'adore. Merci pour cette question. Sun Tzu, dans son livre de la guerre, qui date de 2500 ans avant le présent, te dit 1. Ne livre que les combats que tu as une chance de gagner, élude tous les autres. Et 2. Il te dit ne combats jamais un adversaire qui n'a rien à perdre, car tu es déjà vaincu. Tu penses bien que moi,
ayant construit un des plus beaux chalets de Verbier, hein, j'ai une capacité d'accueil de plus de 250 personnes assises à la maison. Soyons quand même clairs. Donc, plus que les meilleurs hôtels de Verbier, hein, qui n'est pas la plus nulle des stations de ski de Suisse, c'est même probablement la meilleure. Voilà. Eh bien, moi, j'ai une capacité d'accueil à la maison qui est plus importante que n'importe quel établissement ici sur Verbier. OK. Quand tu vis comme ça pendant des années, dans une opulence matérielle monstrueuse, parce que bien sûr, j'ai passé ma vie en costard Savile Row façon Kingsman, chaussures John Lobb, montre Patek Philippe ou Breguet au minimum au poignet. Oui, mais ce sont des fils à la patte. Ça m'empêche de penser. Ça m'empêche d'être libre. Ça m'empêche d'être la meilleure version de moi-même. Ça m'empêche d'être l'homme que je souhaite, que je vais décider d'être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et dans un mois. Donc, oublie, mon gars. Et ce qui a été le déclencheur chez moi, c'est, je le raconte parce que il y a des gens qui m'ont reproché de donner des exemples avec ma famille, mes proches, mes enfants. Mais non! Je suis transparent. S'ils en souffrent, ben c'est fast learning curve pour eux. Et puis, moi, j'en souffre pas. Je suis pour le tiers regard, la transparence. Je t'exprime ce que je suis. Un jour, j'arrive, c'est le 31 décembre. On est invité chez mon ami John, dans un des plus beaux chalets que tu puisses imaginer, dans un des plus beaux quartiers de Verbier. Et ma fille arrive, elle avait 6-7 ans à l'époque. Elle dit, dis donc, John, c'est tout petit chez toi, là? Mon ami John, bah oui, évidemment, c'est pas comme chez papa, mais chez ton papa, mais oh, tu vois, c'est quand même pour 12 personnes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Puis la piscine, elle est où? Ah non, Désirée, ma fille s'appelle Désirée. Ah non, il n'y a pas de piscine ici. Ma fille, John, mais t'as pas de piscine? Non, attends, je descends, je vais jouer avec Kim. Allez, salut, à tout à l'heure. Et elle fout le camp. Mon ami John, j'ai fait des dizaines de sommets avec lui. On a même fait une patrouille des glaciers ensemble. C'est un ami d'enfance, il est merveilleux. C'est un homme supérieurement intelligent, d'une sensibilité fabuleuse, qui est impliqué dans des universités, enfin, etc. Okay. On se regarde, on hurle de rire. Ah ouais, mais moi, à l'intérieur, je riais pas. Et le lendemain, j'arrive vers ma femme, je lui dis, Brigitte, nous allons vendre tous nos actifs, on va se fabriquer un camion et nous allons partir à l'aventure comme de vrais survivalistes pour aller visiter la planète. Nous allons faire le homeschooling des enfants. Et là, évidemment, ma femme m'envoie sur les roses instantanément, mais elle réfléchit. C'est une personne supérieurement intelligente, Brigitte. Et puis, elle se rend compte que c'est le rêve, que c'est génial. OK. Ensuite, il se passe toute une série de choses, etc. Et je finis, et c'est ce que je t'écris dans le livre, dans mon dernier chapitre, Message aux anciens. Et j'ai même une fois, je lisais ça à des amis, enfin voilà, là je lis la version anglaise. Et j'ai vu 2 personnes pleurer, et qui m'ont dit, Pascal, je suis désolé, mais ce que tu lis là, c'est tellement fort, dur en même temps qu'ils en avaient les larmes aux yeux. Et c'est là que, c'était juste après la fin de l'écriture du livre. Et c'est là que j'ai compris que peut-être que ça allait servir 1 ou 2 personnes sur cette planète. Et le point que je veux faire, c'est que la vie se divise en 3 phases. La jeunesse, où tu arrives dans un monde nouveau, il est à toi, tu le prends, tu fais toutes les bêtises possibles et imaginables, tu t'éclates, tu définis ce que tu vas être, ce que tu veux être. C'est la jeunesse. La deuxième phase de la vie, tu es l'esclave de devoir transmettre la vie. Donc, tu dois avoir un toit sur la tête. Donc, tu dois mettre du beurre et des épinards sur la table. Tu es l'esclave de tes possessions. Et tu ne peux pas en sortir si tu essayes, c'est voué à l'échec. La troisième phase de la vie, c'est la vieillesse. C'est ce que je suis aujourd'hui. Ah, c'est une certaine forme de sagesse aussi, peut-être, je sais pas. Mais c'est la vieillesse où tu te défais de tous tes actifs matériels, de ton vivant, pour redevenir totalement libre de penser, de parler, de marcher dans la direction que tu choisis. Et quand on m'a raconté cette histoire, j'avais à tout casser 30-40 ans, je savais que ça allait être mon histoire. Je le savais.
Mais c'est les circonstances de la vie qui m'ont donné la chance de pouvoir parcourir ce chemin. Et aujourd'hui, je me suis débarrassé de tout et comme je ne fais jamais les choses à moitié, si je décide de faire le truc, je le fais pour de vrai. Le matos d'expédition est là. Piero San Giorgio est avec moi aujourd'hui et merci Piero. Mais je le fais en ce sens que, oui, je n'ai plus d'actifs financiers. Mes possessions immobilières ne sont plus à mon nom. Mes voitures ne sont plus à mon nom. Mes computers, mes téléphones et toute l'infrastructure technique que j'utilise d'abord est très réduite, mais ça n'est plus à mon nom. Je ne possède plus rien. Et il m'a fallu 3 ans pour aller signer l'acte de défaut de bien, parce qu'ils sont quand même pas complètement débiles. Hein, ils savent bien que tu passes pas d'une situation... Le chalet que j'ai construit est valorisé à plus de 25 millions, soyons quand même clairs. Donc, les mecs, ils savent que je peux pas être pauvre du jour au lendemain. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je me mets dans la situation où best choice is to have no choice. Je suis à ton service, Piero, au service des citoyens qui comprennent que ce que je propose dans 2024 est inéluctable. On devra passer par là et la beauté du geste, c'est que les résultats sont garantis. Quand on m'a envoyé à Paris pour restructurer une société, en 18 mois, j'ai fait x6 avec le chiffre d'affaires. Mon ami Jeffrey, juif d'origine, comme tout bon comptable, non, je rigole bien sûr, mais il est juif, directeur financier de la boîte et tout. Après 12 mois, il disait « mais c'est insensé ». Where Pascal goes, the revenue goes. Et c'était un gentil compliment parce que, évidemment, moi, je me donnais à fond. Hein. J'ai perdu ma première femme parce que je crois qu'en 5 ans ou 7 ans, 8 ans, j'ai pris que 2 fois quelques jours de vacances. Donc ça aide pas, disons, à la paix des ménages. C'est pas le bon truc, quoi. Donc voilà, un petit problème avec une lampe. C'est pas grave. C'est pas grave. Okay. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Mais je t'en prie. C'est à refaire. On est quelques vallées de distance. Ça va, ouais. C'est pas très loin. À refaire et on se retrouvera sur ces marches. Merci à toi, Piero. Merci aux auditeurs pour votre bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.